Vous sentez-vous parfois fatigué ou stressé chez vous, sans vraiment savoir pourquoi? Et si l'énergie de votre intérieur influençait votre bien-être au quotidien? Participez à notre atelier gratuit animé par Jean-Baptiste Vosco, énergéticien, géobiologue et expert Feng Shui, pour apprendre à diagnostiquer et harmoniser l'énergie de votre intérieur. Dans cet atelier exclusif, vous découvrirez notamment comment diagnostiquer votre espace de vie, vous apprendrez à décrypter vos ressentis et l'énergie des objets qui vous entourent et vivrez une harmonisation en direct de votre espace de vie et à l'intérieur de vous. Vivre heureux et en bonne santé devrait être la norme. Alors, faites le premier pas vers un intérieur harmonieux et une vie plus alignée. Cliquez en haut à droite de l'écran ou en description pour vous inscrire à l'atelier. C'est ça qui est dingue, là. C'est des sortes de failles spatio-temporelles parce que c'est là que sur le coup, je suis en train de me faire agresser. Ce berger m'étrangle pour la 3e fois parce qu'il s'acharne sur moi. Et j'ai cette voix qui arrive, donc je suffoque parce que je ne peux plus respirer, je ne peux pas crier. Et sachant qu'auparavant, j'ai un trou noir. Et j'ai cette voix qui m'arrive qui me dit « Fais le lézard ». Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir dans un nouvel épisode d'À la lumière des nombres. Mon invitée d'aujourd'hui a occupé les plus hauts grades de la gendarmerie, elle a aussi eu des responsabilités très importantes à Bercy, jusqu'à une date, un 5 mars 2009. Elle va nous expliquer où elle a eu une prise de conscience. Elle a décidé de se connecter à son intuition pour aller retrouver le chemin de ses rêves. J'ai de l'immense plaisir de vous inviter à me rejoindre à la lumière des nombres de Linda Bortoletto. Bonjour Linda et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour et merci beaucoup de me recevoir, ça me fait très plaisir. Et ben moi aussi, franchement, ton parcours est fascinant. On remercie Marie Zevaco qui nous a mis en contact. Oui, merci Marie. Merci Marie, on t'embrasse. Et en fait, quand Marie m'a parlé de ton parcours, j'ai tout de suite été fascinée par ce que tu inspirais, cette philosophie de vie que tu as été capable de mettre en place. Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es ? Alors, aujourd'hui, je suis écrivaine, voyageuse, également enseignante en méditation et en yoga. Mais avant ça, j'ai eu une carrière complètement différente puisque pendant 10 ans, j'étais officier dans l'armée française. D'abord, je suis passée par l'armée de l'air parce que mon premier rêve, c'était de devenir pilote de chasse. Et donc un rêve d'adolescente parce que j'ai toujours été attirée par l'action, l'aventure et du coup c'était cohérent. Sauf que ça a été ma première frustration, scoliose, donc handicap physique qui m'a rendue inapte. Et du coup, j'ai basculé comme officier de gendarmerie. J'ai continué ma carrière jusqu'au grade de capitaine. Et moi qui rêvais d'action, d'aventure, de voyage aussi, eh bien, je me retrouve au passage de grade de capitaine, comme tu l'as dit, au ministère des Finances. Donc là, ça a été le choc, deuxième choc, parce que, alors certes, le poste était très intéressant, j'avais énormément de responsabilités, sauf que j'étais à l'opposé de mes premiers rêves, mais aussi, j'étais jeune, j'avais 28 ans, et à cette époque-là, j'étais très loin d'écouter mon intériorité, les signes de mon corps, de mon cœur. Et donc, je refoulais tout ça en faisant figure de fille modèle, en faisant comme si de rien n'était. Et puis, j'étais ultra cadrée. J'étais vraiment lancée sur des rails à cette époque-là. Donc, il y avait cette carrière militaire. En parallèle aussi, j'étais mariée. Sur le papier, la carrière parfaite, la vie parfaite. Tout le monde à l'extérieur pensait que tout était parfait dans ma vie. Sauf qu'à l'intérieur, ça bouillait. Ouais. Et le choc que j'ai eu, le déclic, la prise de conscience, comme tu l'as dit, le 5 mars 2009, la mort de mon père. Et là, ça a été l'effondrement.
Alors, d'un point de vue numérologique, c'est vraiment bouleversant ce que tu dis. Et c'est intéressant. Parce que cette date du 5 mars 2009, elle explique et elle met en évidence que tu dois absolument te reconnecter à l'histoire de ta vie et de tes émotions. C'est-à-dire que en 2009, tu es en année personnelle 11. Quand on est en 11 en numérologie, c'est la reconnexion à l'intimité, à l'émotionnel. Et j'ai lu quelque part que tu t'étais interdit jusqu'alors de ressentir, de vivre les émotions telles que tu devais les ressentir parce que quelque part, tu avais mis une carapace. En fait, je pense que dans l'histoire de ce départ de ton papa, il y avait cette nécessité aussi de t'accompagner vers le sentimental. Quelque chose que lui a peut-être regretté. Quand il est reparti de l'autre côté, il s'est rendu compte que lui, il n'avait peut-être pas donné assez de cœur et assez d'émotion. Et il a peut-être réalisé que c'était ça son point d'orgue, qui avait été une problématique dans son incarnation. Ouais. Et je pense qu'en fait, ceux qui partent de l'autre côté, ils nous recherchent toujours de leur compréhension. Et toi, tu es 11 en plus en chemin d'expression dans ton caractère et ta personnalité. Donc, c'était évident que tu devais te reconnecter à ça. Ah, mais ça me touche énormément ce que tu me dis. Ça me fait aussi replonger dans cette période-là, quoi. C'est... Parce que quand tu parles de carapace, mais c'est complètement ça, c'était une armure, quelque chose de complètement hermétique. J'étais complètement à l'extérieur de moi-même. Alors, j'étais pas malheureuse, hein, c'est ça aussi qui est un peu vicieux, c'est-à-dire que comme j'étais sur des repères extérieurs, finalement, je réussissais ma vie, mais je sentais qu'il y avait un désalignement. Je me souviens quand j'étais lieutenant de gendarmerie, mon premier poste, j'étais dans mon bureau et je me disais que je m'ennuyais dans cette vie, quoi. Je sentais qu'il n'y avait pas un épanouissement, mais jamais, enfin là, à cette époque-là, j'étais pas encore capable de remettre en question tout ça. Et ce qui s'est passé à la mort de mon père, c'est vraiment une implosion. C'est-à-dire que cette armure explose et du coup, moi, j'implose. Et là, mais... débordement, enfin, j'ai été submergée par les émotions, la tristesse, parce qu'en plus j'ai une histoire très forte qui m'a reliée à mon père. Et le pourquoi aussi, j'écoutais pas mes émotions, c'est que j'ai eu une enfance pas très facile, avec beaucoup de souffrance aussi à encaisser très jeune. Ma mère qui est partie quand j'avais 11 ans, mon père alcoolique, mon père qui a sombré suite au départ de ma mère. Et du coup, je me suis toujours dit, depuis l'âge de 11 ans, je suis forte, je suis forte, je suis forte, je serai le pilier de la maison parce que finalement, j'en avais plus chez moi. Et c'est pour ça que je suis devenue cette sorte de méga warrior en disant tout va bien aller, je vais être forte, je vais prendre ma vie en main, personne ne pourra me renverser, etc. Et là, à la mort de mon père, tout d'un coup, je me dis mais non, ça ne va pas et je m'effondre. Et c'est 2 ans et demi de deuil et de traversée de tunnels très, très compliqués. Et quand tu dis que tu voulais être le pilier, la warrior, effectivement, mais c'est aussi en cohérence avec ton chemin de vie qui est le 1, puisque le 1, c'est l'autonomie, l'indépendance, c'est le chef de guerre, c'est le leader. Tu vois, c'est celui qui gravit les échelons et qui caracole en tête, qui cultive un peu une certaine solitude. Mais de toute façon, tu as 2 autres nombres qui sont à un moment donné venus te chercher, c'est ce 11 qui t'invite à te reconnecter, donc à ton élévation, mais aussi à ton éducation et ta rééducation émotionnelle et sentimentale. Et tu as aussi une clé d'évolution en 9, d'où le goût de l'aventure, du voyage, puisque le 9, c'est l'étranger. La clé d'évolution, c'est l'addition de ton jour et ton mois de naissance, et ça nous donne du 9. Et le 9, forcément, quand tu dis à un moment donné, j'ai eu besoin d'être à l'écoute de ces rêves qui m'attendaient, et c'était des rêves de voyage et d'exploration, mais on y est totalement, quoi. Ah, ça a été évident dans ce passage, vraiment ce tunnel qui a suivi la mort de mon père, à un moment... Alors, il y a eu une évidence, j'étais pas à ma place. Cette carrière, c'était pas la mienne. Ce mariage, c'était pas le mien. Et donc, ça a été très évident. Sauf que la question, c'est, là, je ne suis pas à ma place, mais où je vais ? Et comme tu le dis, après, je suis allée chercher dans mes premiers désirs. Et c'est là où j'ai commencé à me reconnecter avec mes émotions, mon intériorité. Et quelle richesse ! Tout est là. Et là, je me suis dit, mais pourquoi tu t'es lancée dans cette carrière ? Le goût des voyages, de l'aventure. Je rêvais de voyage. Depuis que je suis petite, je ne pense que voyage. Je regardais que des films de voyage et d'aventure, Indiana Jones, etc. Quoi. Ça faisait rêver. La poursuite du diamant vert. Je ne sais pas si c'est vieux, mais bon, en tout cas... Moi, je connais. Tu connais. Ça nous rajeunit pas. Non, peut-être que notre jeune public, allez voir. Enfin, si notre jeune public doit connaître aussi. Oui.
C'est extraordinaire. Et là, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Et en plus, à cette période-là, donc déjà, je me sépare. Et le fait est, donc je déménage, je me retrouve à Montmartre. Je découvre le monde des artistes. Et eux, comment vit un artiste complètement à l'écoute de ses émotions, même tellement qu'ils en sont... ce sont des écorchés vifs, ils vivent à fleur de peau. Mais là, pour moi, ça a été extraordinaire. Ça a été des maîtres. Ils ont été mes maîtres sans le savoir, en me disant, mais il y a une vérité qui se cache ici. Et c'est à travers leur regard, je me suis dit, mais moi, quel est mon art ? Et c'est là que je me suis dit, parce que je voyageais déjà, mais juste pendant les vacances auparavant. Et là, je me suis dit, mais je vais faire de ma passion du voyage ma vie. Je ne savais pas encore comment, mais la graine était plantée. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais aujourd'hui. Tu t'es laissé porter, en fait. À chaque fois, toi, c'est les rencontres, hein, puisque tu as cette clé d'évolution en œuvre qui ouvre sur le monde, sur différentes cultures, différentes mœurs. Mais j'ai lu quelque part que tu avais tout quitté en 2 ans et 4 mois précisément. Oui. Comment tu as fait pour expliquer à ton compagnon de l'époque? Est-ce qu'il a compris? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que tu t'es sentie après rejetée, exclue par ta famille, ton entourage? Complètement. Ouais. Là, tu vois, tu parlais du 1 solitaire. Et ouais. Là, je l'ai vraiment vécu parce que personne n'a compris. Tout le monde me disait, mais on pensait que ta vie, extérieurement, ma vie correspondait aux standards de la société. Ma mère, qui était une des personnes, qui est une des personnes la plus proche dans mon entourage, elle a absolument pas compris, elle m'a pas soutenue. La première chose qu'elle m'a dite, c'est et les enfants, quand est-ce qu'ils vont arriver? Enfin, elle dit, mais il est gentil, ton mari. Je fais oui, il est gentil, mais je reste pas avec lui pour ça. Il y a ma vie. Mon futur ex-mari, lui non plus, elle n'a pas compris. Mais sauf que, alors là, je m'en veux un petit peu parce que à l'époque, je n'étais absolument pas communicative et je partageais absolument pas mes émotions parce que pour moi déjà c'était nouveau. Donc j'étais très très brutale dans les mots et dans la façon dont je lui ai annoncé mon départ. Ça a été je te quitte, je suis désolée, tu n'es responsable en rien, je ne t'aime plus, mais je sais que je dois vivre ma vie et point. Et je suis partie, mais limite du jour au lendemain. Ça a été vraiment très 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 brutal, une rupture. Je sais même pas. Alors peut-être qu'il a lu mon livre, il a compris, mais avec le recul, je me suis dit, waouh, j'ai été très, très rude dans mes mots, mais envers les autres, mais aussi envers moi. Ça a été ultra violent, ce que j'ai vécu. Moi, je ne comprenais pas sur le coup. Et quand je parle de ce tunnel que j'ai traversé, c'était tellement violent que les nuits d'insomnie, l'alcool pour essayer d'atténuer tout ça, tellement c'était un ouragan, une tornade. Ouais. T'as essayé. Et tu vois, c'est drôle parce que à ce moment-là, t'étais en année personnelle 2. Donc 2 avec ton, ça se met en totale résonance. C'est le besoin et l'envie de sortir de la dualité. Mais il y a aussi le besoin, et ça c'est ta ressource, le 3, d'aller conquérir ses rêves et d'apprendre. Parce que normalement, si c'est ton nombre de ressources, le 3, c'est quelque chose qui est acquis. Mais ça veut dire que tu apprends et tu réapprends à communiquer. Donc ça veut dire que tu récupères quelque chose d'essentiel. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'après tu t'es engagée dans l'écriture. Ouais. Et que tu as finalement une plume qui est très fluide. Parce que tu n'en es pas à ton premier ouvrage. Donc je vous invite à regarder tout ce que Linda a écrit parce que c'est intéressant. Mais je pense que ça a été thérapeutique pour toi finalement de faire péter un peu ah oui. la cocotte, quoi. Ah mais c'est sûr, c'était même nécessaire. Je pense que c'est soit je m'écoutais et il se passait ce qui s'est passé, soit je mourais intérieurement. Ouais. Enfin, tu t'éteignais un petit feu. Ah mais complètement, c'était vital. Mais moi je pense que... Alors, on en a parlé un petit peu toutes les deux avant l'émission, mais tu sais, moi je crois à la réincarnation. Donc sans faire de prosélytisme, chacun est libre d'y croire ou pas, mais dans ma réalité, j'ai compris qu'on se réincarnait. Quand je suis allée regarder dans la dynamique karmique de ton thème, Linda, moi j'étais surprise parce que je me suis rendu compte que potentiellement, dans la toute dernière incarnation, on t'avait appris à te méfier de tout, d'avoir peur de tout, du monde extérieur. Et c'est comme si tu t'étais dit, dans une future vie, je ferai un pied de nez à toutes ces peurs-là, infligées par l'extérieur, qui ne sont pas les tiennes. Parce que toi, j'ai pas du tout l'impression que tu es quelqu'un qui a peur,
J'ai plutôt l'impression que tu es téméraire. Ouais. Et c'est comme si tu avais été enfermée dans un donjon par protection et qu'on t'avait interdit d'aller explorer le monde extérieur. Et donc, toi, ta revanche, parce qu'en plus, ça fait partie du nombre de tes dons et tes talents, c'est l'aventure et l'exploration, puisque en nombre de réalisations, qu'on appelle le nombre de réalisations, qui est le nombre des dons et des talents, tu as le 5, c'est le côté débrouillard, mais c'est aussi avec cette clé d'évolution en 9, l'immense besoin de voyager, quoi. Oui, oui, mais complètement. Et quand tu parles de donjon, donc tu vois, potentiellement un enfermement que j'aurais vécu. Oui. J'ai déjà, parce que moi aussi, je crois en la réincarnation. Et j'en ai déjà eu l'intuition parce que effectivement, ce qui me guide profondément dans cette vie, alors comme tu le dis, l'aventure et l'exploration, et intérieurement, c'est cette liberté. J'ai une liberté intérieure, je le sais, qui est énorme. Et il y a la thématique de l'autorité aussi. La volonté, c'est pour ça aussi, je pense, que tu es devenue gendarme, enfin que tu as eu ces responsabilités en gendarmerie, parce qu'il y a quelque chose dans ton énergie de profondément rebelle et qui a envie et besoin de taper du poing sur la table et justement de faire un pied de nez à l'autorité, une autorité de société, mais aussi une autorité familiale. Ah oui, bah ça, je confirme aussi à 100%, hein, c'est incroyable. Parce que, bah oui, ça me fait rire, parce qu'effectivement, quand j'étais officier de gendarmerie, alors j'ai toujours bien rempli mes missions, etc. Mais qu'est-ce que je ne supportais pas le côté hiérarchique. C'est les seules fois où je respectais, c'est quand il y avait de la logique et de la cohérence, et heureusement, parfois il y en a. Mais souvent, je ne supportais pas, quoi. Je savais que ma voix, c'est la voix de l'indépendance. Et aujourd'hui, je travaille en freelance. Enfin, j'ai cette chance d'être devenue écrivaine où voilà, j'ai un éditeur qui me guide, mais qui respecte totalement, et je l'en remercie s'il regarde cette émission, justement ma liberté d'expression, ma liberté intérieure. Et c'est que comme ça que je peux travailler avec des personnes qui respectent cette liberté que j'ai. Mais c'est ton impulsion profonde de toute façon. C'est de toute façon ce qui a donné envie à ton âme de réexister. C'est tout ce côté aventure, exploration, mais c'est surtout d'expliquer au reste du monde, ah ouais, vous avez peur de ça, mais regardez, il n'y a pas de danger. Parce que finalement, tu flirtes beaucoup avec l'inconnu et le danger. Ton premier voyage, je crois, ça a été cap sur la Sibérie, quoi. Le truc un peu extrême, quand même. Oui, pourquoi la Sibérie? Eh bien, je voulais justement aller à l'opposé de ce que j'avais connu. Donc, tu vois, quand je raconte cette période qui a été très violente intérieurement, il y a eu un côté extrême dans ce que j'ai vécu intérieurement. L'explosion, la tornade, l'ouragan, comme je disais tout à l'heure. Et ce voyage, quand je me suis dit, tu vas voyager, mais tu vas pas voyager n'importe où. Je voulais aller vraiment à l'autre bout du monde, à l'opposé, là où je savais que je n'avais plus aucun repère. Je pressentais, à l'époque, je ne le formalisais pas comme ça, mais je pressentais ma renaissance. Et donc, il fallait comme un terrain vierge. Et du coup, quand je me suis posée devant la carte du monde et je me suis interrogée, où est-ce que je vais ? J'ai regardé Sibérie, c'est énorme, des milliers de kilomètres, je ne sais plus, je crois qu'il y a 8 ou 9 fuseaux horaires. Et en plus, cet endroit que je choisis en Sibérie, c'est vraiment tout au bout à droite de la Sibérie, une péninsule qui est encore plus isolée que la Sibérie elle-même, qui s'appelle le Kamchatka, où il n'y a rien. Il y a des volcans, des ours, des loups, et puis quelques grains de poussière qui sont les habitants. Et là, je me suis dit, oui, je veux aller là-bas, ça m'a fascinée. C'est génial. Comment tu prépares tes voyages ? C'est toujours... y a un côté très... Quand à un moment, je cerne le désir, puis il est là, en général, c'est une évidence. Et après, dans tous les voyages que j'ai faits aujourd'hui, ça fait... Depuis combien de temps que je fais ça ? 13 ans. Des fois, c'est des messages qui m'arrivent, des visions. Et en général, c'est très rapide après. Et comme j'aime, tu vois, tu parlais de cette débrouillardise, j'aime aussi beaucoup improviser. Donc, quand tu parles de préparation, c'est le minimum, c'est la logistique. Ok, quel billet d'avion je prends pour aller à tel endroit. Il y a le côté financement, si je dois trouver du sponsoring, etc. Mais en général, les choses s'alignent souvent, très vite en plus. Donc, gratitude à la vie qui répond très rapidement en général à mes besoins. Enfin, c'est incroyable. Surtout pour ce premier voyage qui était le plus ambitieux. Et après
après, je suis tellement portée, la force du désir, on ne doit jamais sous-estimer ça. Mon désir est tellement puissant que c'est un feu qui m'anime et qui me dote d'une capacité de travail, de volonté, parce que voilà, et ça va très vite. Et tu fonces, c'est le principe du 1. Ouais. Le conquérant, l'action, la création, le principe de création et de créativité, c'est le 1. Ouais, complètement. T'es complètement là-dedans, quoi. Et puis c'est le côté mono-objectif, je caracole en tête, tu vois. Ouais. Il y a vraiment ça dans ton essence après. C'est ultra focus et je vois même là tu en parles du voyage, après j'ai commencé à écrire et dans l'écriture c'est pareil. Quand je suis en phase d'écriture, alors bien sûr j'ai des activités en parallèle mais tout ça c'est satellite. Ma priorité c'est l'écriture et je suis ultra disciplinée là-dessus. Ouais, mais ça ne m'étonne pas. C'est ta ressource 3, l'écriture, l'expression. Mm. Alors dans tous ces voyages, il y a quand même eu une mésaventure. Enfin, et encore, le mot est petit. Hein. Attention, je minimise pas du tout ce qui t'est arrivé. 2019, ça a été dur. Tu nous en parles et tu nous expliques comment tu as fait pour aller vers la résilience, pour te reconstruire. Est-ce que tu l'avais pressenti qu'il pouvait y avoir un problème en Turquie? Oui, donc on est en juillet-août 2019. Je pars en Turquie parce que à cette époque-là, donc je me suis complètement ouverte à la spiritualité, les différentes traditions du monde. Et du coup, je décide d'aller sur les traces du poète soufi Rumi. Donc, c'est la tradition du soufisme, qui est la mystique de l'islam. Et Rumi, c'est le poète de l'amour. Et donc, je trouve un chemin. Comme j'adore marcher, parce que tous ces voyages-là, pour ceux qui ne le savent pas, je les fais seule et grâce à la marche à pied, parce que j'aime la lenteur, le contact avec la nature et la rencontre. L'ouverture à l'autre, c'est comme ça que je voyage. Et donc, je trouve un sentier qui part d'Istanbul et qui va jusque Konya, qui est la ville où repose Rumi, la tombe de Rumi. Et donc, non, pour répondre à ta question, je ne pressens rien. Ouais. Je ne pressens rien parce que ce qui va se passer, c'est une agression où je suis à 2 doigts de perdre la vie. Et ça a été très violent. Enfin, c'est pareil, ça a été super violent à différents points de vue parce que donc un matin, et en plus je suis bientôt arrivée. Il me reste 1 semaine de marche. C'était un chemin qui fait à peu près 650 km, je crois. 1 semaine d'arrivée à Konya, donc là où repose Rumi. Je suis un des coins les plus beaux de la Turquie, les plus sauvages aussi. C'est un coin montagneux, en Anatolie centrale, le ventre de la Turquie. Je suis au sommet d'une montagne, il est 7h du mat', là il y a un berger qui arrive et il se jette sur moi. Il m'étrangle plusieurs fois et il essaye de me violer, quoi. Et clairement, j'étais déjà croyante avant, mais si je ne l'étais pas, je le serais devenue parce que certes, je me suis battue, je me suis défendue, mais cette force qui était en moi et il y a une voix qui est arrivée en moi qui m'a guidée sur comment je pouvais m'en sortir. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit de faire semblant d'être morte. Fais le lézard. Alors je sais que ça veut rien dire comme ça, fais le lézard, mais ça me renvoie à... Fais le lézard, pour moi, mais en fait, tout ça, c'est ça qui est dingue, là. C'est des sortes de failles spatio-temporelles parce que c'est là que sur le coup, je suis en train de me faire agresser. Ce berger m'étrangle pour la 3e fois parce qu'il s'acharne sur moi. Et j'ai cette voix qui arrive, donc je suffoque parce que je ne peux plus respirer, je ne peux pas crier. Et sachant qu'auparavant, j'ai un trou noir et j'ai cette voix qui m'arrive qui me dit « fais le lézard ». Ça me renvoie en 4e. L'été de ma 4e, je pars, moi qui voulais déjà voyager, mon père m'envoie chez des amis à lui au Texas et ce que je m'amusais à faire, très espiègle, ils avaient une piscine, je jetais les lézards dans l'eau. Je sais, c'est pas bien de faire ça. Mais qu'est-ce qu'il fait un lézard quand il se sent agressé? Il fait semblant de mourir. Donc en fait, le lézard se retourne sur le dos, on a l'impression qu'il est mort. Et du coup, je culpabilisais quand même. Et je prenais le lézard, je le mettais sur la terre et le lézard, qu'est-ce qu'il fait? Là, il s'enfuit comme un malade, quoi. Et en fait, j'ai ça qui arrive, mais tout de suite, je comprends. Il y a pas, là, je raconte l'histoire, mais là, c'est instantané et je fais semblant de mourir. Et du coup, le gars, il se dit, c'est bon, tranquille, il commence
à baisser son froc. Et c'est là où, en fait, je lui donne un coup de pied bien placé. Et là, je deviens la tigresse. Mais quand je dis j'insiste, hein, parce que, bien sûr, on se dit souvent, oui, j'ai une formation militaire, oui, j'ai eu des cours de self-défense, mais dans ces cas-là, c'est autre chose. C'est pas comme si je me battais tous les jours. Là, j'étais vraiment, comme je dis, perspective d'ouverture. Moi, je voyage le cœur ouvert. Et donc, la violence de se dire, mais comment un mec à qui je dis bonjour, parce que je lui dis bonjour, il me sourit, je lui serre la main, et c'est à ce moment-là qu'il me saute dessus, quoi. Et là, il y a un bug. Enfin, c'est pas humain. C'est pas humain, tout simplement. Enfin, c'est et là, donc, il y a cette tigresse en moi, enfin, qui s'empare de moi, et je me défends. Et là, je me souviens, il y a un moment de suspension où la sidération, elle change de camp. C'est lui qui se demande ce qui se passe, et il y a une sorte de flottement où j'en profite, et là, je fuis, comme le lézard. Je fuis en courant à travers la montagne avec mon sac, que je n'ai même pas, j'ai même pas la présence d'esprit de poser mon sac pour courir plus vite, parce qu'après, là, c'est de la panique, hein. La panique, elle vient après. Et voilà, et c'est comme ça que je m'en sors. Après, tout est miracle. Et comme je dis, si j'avais pas été croyante, je le serais devenue. C'est un miracle que je sois encore en vie, que je sois ici. C'est un miracle que j'ai pu fuir. C'est un miracle derrière, parce que j'ai rencontré une jeune femme de 17 ans qui parlait français dans une cabane un peu plus loin, et qui me dit « Ouais, j'aurais dû partir hier, mais je suis restée aujourd'hui parce qu'elle attendait son petit copain. » Enfin, un truc de fou, quoi. Ouais, donc la providence, en fait, qui met les bonnes personnes au bon moment, les bonnes circonstances. Tu penses que le lézard, ça a été ton animal de pouvoir à ce moment-là? Tu crois aux animaux totems? Oui, j'y crois. Alors, moi, je sais pas, oui, peut-être que c'est vrai que moi, j'ai pris l'image de la tigresse, hein, c'est plus épique, mais peut-être qu'effectivement, c'était le lézard, ouais. Mais le lézard, ouais, il a cette dimension, tu vois, quand justement, en plus, c'est symbolique, parce qu'on dit qu'il se coupe la queue pour faire croire qu'il est mort, et pour sauver sa peau, en fait. Oui, oui. Non, mais c'était exactement ça, quoi. Moi, j'ai l'impression que tu as vécu cette expérience. Dans le message des nombres, tu étais en année 3. Quelque part, pour te montrer que tu ne pouvais désormais plus avoir peur de rien. Comme si quelque chose te disait que c'était la pire chose qui pouvait arriver, une des pires choses qui pouvaient arriver, que ça a pu être aussi vécu dans tes générations, des problématiques en lien avec le viol, peut-être côté maman, des agressions comme ça, pour que tu sois capable justement de plus porter cette peur en toi, de la soumission à l'homme, tu vois. Ça te fait écho? Ah, complètement. C'est-à-dire que après tout le travail de reconstruction, hein, parce que ça prend du temps, hein, ça a pris plusieurs années, à un moment, j'ai compris qu'il n'y avait pas forcément d'explication, mais il y avait un sens à donner à cette épreuve. Et ce sens, c'est exactement ce que tu viens de dire. Déjà, c'est ce qui m'a permis de me tourner, alors que j'étais très en lien avec mon père, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Eh bien, en fait, tout d'un coup, mon regard se tourne vers ma lignée maternelle. Et ce sens dont je parle, il s'est révélé à travers ça. Je m'ouvre parce que je suis franco-indonésienne, et pendant des années, parmi les choses que j'avais refoulées, il y a aussi ça, mon métissage. Toute ma partie maternelle indonésienne, je ne voulais pas la voir. Auparavant, j'ai voyagé partout, sauf en Asie, parce que je rejetais l'Asie, clairement, parce que je rejetais cette partie de moi-même. J'avais rien contre les Asiatiques, mais j'avais quelque chose contre ma partie maternelle. Et puis asiatique. Le départ de ta maman aussi. C'était une manière de lui pardonner, peut-être? De commencer ce travail, ouais, de m'ouvrir et de la comprendre, surtout, parce que je trouve que le pardon passe par la compréhension. Exactement. Et ce qui fait que, alors, il y a eu un long travail de reconstruction qui est passé par la marche. La marche, j'ai traversé la cordillère des Andes, le pouvoir de la nature, mais est incroyable dans un travail de guérison. Et puis, la parole avec la thérapie, le psy. Il y a eu aussi le yoga, la lenteur du tantra yoga. Et c'est là un moment où j'ai décidé de me rendre en Indonésie pour découvrir ma lignée maternelle et comprendre à travers ça qui était ma mère. Et j'ai pu renouer avec ma lignée maternelle. J'ai pu aussi découvrir les histoires, comme tu le dis, hein, cette histoire de
de viol et ma lignée maternelle porte une très grande violence à l'encontre des femmes. Tu vois, tu parlais de donjon que j'aurais pu vivre dans une incarnation précédente, mais dans cette incarnation, les femmes de ma famille ont été enfermées. Oui, symboliquement, elles le sont. Malheureusement, l'Indonésie fait partie de ces pays du monde à l'heure actuelle où les femmes n'ont pas ce pouvoir d'expression que nous, femmes occidentales, on a, quoi. Et je me suis rendu compte du coup de la chance incroyable que j'avais. Évidemment. Et peut-être aussi du devoir, c'est-à-dire que je me suis dit, mais elles ne le peuvent pas, et moi, je le peux, et c'est comme un devoir de porter cette parole en tant que femme. Ouais, et de le verbaliser, et quelque part de le clamer haut et fort, tu vois. Ouais. C'est magnifique, Linda. Enfin, ton parcours, il est époustouflant parce qu'il est à la fois très ancré, très terre-à-terre, mais il est aussi très spirituel. Et la dimension spirituelle, tu vois, elle vient de 11. Et tu vois, quand tu expliquais que tu pars sur les traces de Rumi, qui est cette idole de l'amour, quoi, ce dieu de l'amour, en fait, c'est ta capacité aussi à te reconnecter avec ton 11, puisque le 11, c'est le culte du couple, du duo et du binôme, mais à condition de s'être accompli soi d'abord. Et je pense qu'il y avait, dans cette période de vie, un appel justement à te réintéresser, à réinvestir sur l'amour. Et de toute façon, on voit que cette période de vie, sur l'importance de réinvestir dans l'amour, elle est entre tes 35 ans et tes 53 ans, tu vois. Donc, tu as 18 ans où en fait, on te demande de complètement revisiter le couple. Mais tout bien que tu sois, on te demande aussi d'être à 2. Tu vois? Oui, mais c'est, une fois encore, très juste. Je suis vraiment impressionnée. Parce que, malgré tout, c'est vrai que là, je parle de mon chemin qui doit apparaître très solitaire. Mais entre-temps, j'ai rencontré mon compagnon et qui joue un rôle très important dans ma vie. C'est-à-dire que clairement, je pense que je n'aurais pas cette force de faire ce que je fais si, par rapport au couple, je n'avais pas cet ancrage. Et cette confiance, c'est parce qu'on vit un couple quand même atypique par rapport à moi, où je pars la moitié du temps, la moitié de l'année, je suis partie en voyage seule. Et malgré tout, j'ai une confiance extraordinaire dans notre couple. Et c'est une confiance réciproque. C'est beau. Donc, comme tu le dis, il y a ce 2 du couple, ou du 11, si j'ai bien compris, qui joue un rôle essentiel. Et puis l'amour, quoi. Ça commence aussi par là, quoi. Ce sentiment d'amour, l'éprouver au contact de son compagnon, où j'imagine, moi, j'ai pas d'enfant, ça a été un non-désir, mais je me suis toujours dit que, entre autres, la sphère familiale, le plus grand enseignement qu'elle nous transmet, c'est d'aimer, malgré tout. Mais ça, de toute façon, c'est la quête de ton chemin de vie. Il y a une des quêtes comme ça, il y a plusieurs quêtes. Il y a faire fi de l'autorité pour se rendre compte quelque part qu'on est invincible, tu vois, qu'on n'est pas vulnérable. Donc ça, c'est une première quête. Après, se réconcilier avec l'image du couple et l'image du féminin, tout en incarnant les valeurs du masculin. En fait, c'est comme si tu avais envie d'être à 50-50 sur ces deux choses. Et après, il y a aussi l'importance de la découverte et de l'exploration. Mais maintenant, pourquoi pas, tu le feras à 2? Est-ce qu'il y a des voyages qui sont prévus à 2? Un peu à travers le monde, tu vois, puisque tu as ce côté où tu aimes bien exploiter, explorer en solitaire, mais est-ce que tu as déjà eu envie de faire des périples, des parenthèses? Tu as déjà voyagé avec ton compagnon? Oui, on est déjà partis une fois. Une fois en 12 ans. On a fait un périple qui était extraordinaire au Kyrgyzstan. D'accord. On est partis 40 jours, on a parcouru... alors, il y avait cette dimension sportive en courant et à vélo, le Kyrgyzstan, à la rencontre des nomades. Et je me souviens encore, donc ça faisait 3 ans qu'on était ensemble, et moi j'avais cette énorme appréhension en me disant ça va être chaud, quoi, parce que je sais très bien que quand on voyage en couple dans des conditions rustiques en plus, assez longtemps, ça passe ou ça casse, quoi. Soit ça renforce le couple, ou soit on découvre que non, ça peut pas le faire. Et donc je savais pas du tout comment j'allais réagir, et vice versa, hein, d'ailleurs. Et en fait, ça a été extraordinaire parce que
la complicité, la fluidité, le fait, je me souviens, je me suis dit à un moment, c'est bien de voyager à deux parce qu'on se partageait les tâches. Donc, j'avais plus à tout faire toute seule. Donc, c'était agréable, quoi, de se dire, bon, bah, lui, il prépare les affaires. Moi, je peux faire autre chose en attendant. Enfin, et ça nous a renforcés. Alors après, c'était une fois. Et ce qui se prépare, là, c'est vraiment inédit, hein, parce que j'en ai pas encore parlé. Et là, enfin, j'ai vraiment réalisé que c'était une nouvelle aventure, c'est de partir vivre à l'étranger ensemble, puisque cet été, on part s'installer en Inde. Ah, c'est beau. Donc en plus, c'est un pays, enfin une terre, l'Inde, extraordinaire, qui me parle, moi qui suis dans les traditions spirituelles orientales depuis des années, qui vais pouvoir encore plus accroître ma compréhension de cette tradition qui est juste tellement profonde et riche que je pourrais l'explorer pendant des années. Donc ça me parle à moi, cette terre. Et puis lui, il va être dans cette découverte. Et je suis contente pour une fois, comme tu le dis, de pouvoir partager à deux, découvrir à deux, vivre à deux. Et alors, c'est pas vraiment un voyage, mais je dirais que c'est même encore plus fort. C'est vivre, s'expatrier, quoi. Donc du coup, voilà. Et cette fois-ci, c'est toi qui le suis en plus. Oui, d'une certaine façon, parce que c'est lui qui... Enfin, l'histoire, hein, pour expliquer, ceux qui nous écoutent, c'est que lui a décroché un job à Calcutta. Et alors, ce qui est drôle, c'est que moi, là, je reviens d'une grande traversée de l'Italie à pied, et il y a Mère Teresa qui m'est apparue là dans les choses que je reçois, et forcément Mère Teresa de Calcutta. Et comme par hasard, je ne crois pas au hasard, on lui propose un poste à Calcutta. Donc je me dis, mais la vie est vraiment déjà pleine de surprises, mais tellement incroyable, extraordinaire. Et magique, ouais. Et donc on va dire que l'expatriation passe par lui, mais ça colle parfaitement, moi, avec la continuité de mon chemin, de mon exploration, que je ne pouvais pas rêver mieux. C'est incroyable. Non, mais tu vois, ça te montre aussi que tu peux. Parce que, quelque part, j'ai envie de te dire, comme il y a une partie de toi qui a su trouver les bons outils pour se réaliser et se faire confiance, la récompense, c'est finalement d'ouvrir les yeux sur le fait que tu n'es pas seule et que tu n'es pas obligée d'être seule. Ouais. Comme les femmes Ouais. esseulées de ta famille, ou les femmes qui même parfois sont parties, comme ta mère qui a voulu se rebeller, ouais. et qui a fait des choix, parfois fluides, et parfois un peu aussi à contre-courant. Tu vois, il y a un peu de tout ça qui se mélange. Ouais. De pas vivre la solitude comme une punition. Oui. Oui, puis ce que j'ai appris, tu vois, quand tu parlais de cette prise de conscience qui a émergé les années précédentes, hein, donc il n'y a pas si longtemps, de l'importance du couple et du soutien, de l'amour, c'est vrai que moi, parmi... ma volonté d'indépendance et de liberté est tellement forte que des fois, limite, je repoussais un peu ça en me disant « Mais non, je suis avec quelqu'un, mais je suis avant tout seule et indépendante. Et si je suis seule et indépendante et qu'il est plus là, tout ira bien. » Mais en fait, dans l'amour, il y a aussi cet abandon. Et c'est ça qui est difficile dans l'amour, parce que ça fait peur d'être abandonné. Mais du coup... Non, de s'abandonner, en fait. Oui. Mais justement, j'allais te dire, la peur d'être abandonné, quelque part, l'antidote, c'est de s'abandonner totalement dans la relation. Ouais. Et comme ça, de faire une unité, ouais. Mais c'est ça. Et l'amour, pour moi, il ne se vit que dans l'abandon, le plein amour. Parce qu'il faut avoir confiance, quoi qu'il arrive, finalement. Parce que de toute façon, il arrivera ce qu'il arrivera. Et j'ai appris à m'abandonner, à faire confiance. Et quand j'en suis arrivée là, j'ai eu la sensation de vivre l'amour avec un grand A, en me disant céder, lâcher prise à cette résistance qui me disait que oui, tu es une femme forte, indépendante, parce que c'est ce que je vis depuis que je suis petite, quoi. C'est pas depuis que j'ai changé de vie, c'est depuis que j'ai 11 ans et même avant, quoi. Depuis que je suis toute petite, j'étais comme ça. Et j'ai compris aussi, c'est que ça me rendait encore plus forte, finalement. Exactement. Mais c'est ça qui est dingue. Mais c'était finalement une force de carapace, parce que la force, elle est à l'intérieur, indépendamment des circonstances et des objets que tu lui attribues. Ouais, c'est vrai. Tu vois ? Ouais. Donc je pense que cette quête, c'est vraiment celle-ci. Quel est le voyage le plus beau qui t'ait le plus enrichi, que t'aies fait ? Si tu devais en choisir qu'un.
Alors c'est dur, hein parce qu'en plus, tu les as pas encore tous faits, vraisemblablement, mais Le plus beau, celui qui t'a le plus révélé, émerveillé. c'est le premier, la Sibérie, le Ouais. Kamchatka, parce que déjà, enfin, clairement, hein, ça a été le plus extrême, la région la plus isolée que j'ai parcourue de tout ce que j'ai fait. Et puis cet accueil, donc quand j'ai vécu au Kamchatka, j'ai eu cette chance de pouvoir vivre avec un peuple nomade éleveur de rennes, une tribu. Ils étaient 11, il y avait un troupeau de 2500 rennes et cette tribu, ils appellent ça une brigade d'éleveurs de rennes, c'est un peu l'écho à ma carrière militaire. Donc ils m'ont accueilli comme l'une des leurs et c'était incroyable parce qu'ils m'ont tellement appris, ils m'ont ouvert les yeux sur la nature, parce que c'est un peuple de tradition chamanique. Et à un moment, alors j'étais déjà branchée spiritualité, puis quand on parlait, voilà, Dieu, et en russe que je baragouinais, je précise, hein, j'avais appris le russe quelques mois avant de partir, Ouais. mais malgré tout, En 2 mois, ouais, En- t'as dû tout faire, t'as dû tout préparer. ouais, j'ai dû tout préparer, mais après, le pouvoir du langage, il est au-delà des mots. C'est un Exactement. moment que, quand t'es avec des personnes où il y a un alignement, on se comprend par-delà les mots. Damam. Et exactement. Et là, ça a été fou parce que t'imagines, j'étais à 11 000 kilomètres de la France avec des gens que je ne connaissais pas, une culture que je ne connaissais pas, complètement isolée. Enfin, c'est incroyable, hein. Là où j'étais, c'est une région qui fait 1/3 de la France, de la superficie de la France. Et on n'était que 12 avec ces 2500 rennes, des ours, des loups, des aigles, des aigles énormes. Et pour autant, j'étais à ma place. Mm. Et ça a été fou de vivre ça. De se dire, pour la première fois de ma vie, je savais que j'étais là où je devais être. Ah non, mais c'est magnifique, c'est merveilleux. Mm. C'est trop chouette. Linda, on va devoir déjà malheureusement se quitter. Le temps, il passe tellement vite avec toi. Mais avant qu'on se dise au revoir, Mhm. j'aimerais que tu consultes le dé numérologique et on va D'accord. voir quel est le nombre qui a un conseil à te donner. Donc, je t'invite à le lancer là, Ok, d'accord. vers Pas le trop téléphone fort. céleste. Ouais. Attends, je me concentre. Voilà. Oula, Le 7, 7. la Juste foi. avant la chute. Exactement. Le 7, la foi, la spiritualité. Alors, pour moi, le 7, tu vois, dans ton thème, il est discret. Pourtant, tu as un parcours très spirituel, mais c'est ta clé d'évolution en 9, en fait, qui se révèle à travers cette ouverture. Ouais. Mais le 7, tu vois, je te conseillerais de le regarder dans les lieux, dans les dates à venir. Ouais. Mais c'est aussi le nombre qui nous ramène au grand-père. Le papa de papa et le papa de maman. Donc peut-être que... Ça fait des frissons quand tu me dis Mais ça. tu vois, tu as peut-être de l'aide et un clin d'œil grâce à l'un de tes grands-pères. Mais il y a quelque chose aussi de très en lien avec le sacré et le spirituel, comme si c'était le nombre qui annonce un nouveau palier, tu vois, une nouvelle ouverture et Ouais. un nouveau champ de conscience que tu n'as peut-être pas encore exploré qui va s'ouvrir. Voilà ce qui me vient quand Magnifique. tu lances le 7. Merci beaucoup, Alexandra. Petit mot de C'est, conclusion pour tout le monde. L'audace vous rendra libre. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous regardent pour clôturer notre... Pour clôturer, c'est... La vie est pleine d'épreuves, hein, on le sait tous, mais de toujours avoir confiance. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand qu'on ne comprend pas. Et c'est ça le sens. Et ça nous aide. Exactement. Tu vois, ça pourrait être carrément un message du 7. La foi. Merci Linda. Merci à tous de nous avoir suivis. Je me réjouis de vous retrouver bientôt pour de prochaines aventures numérologiques. Et en attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse.